nasty. C'est le mot que Donald Trump a choisi pour qualifier le Canada en pleine négociation commerciale avec ce même pays. Mais si le vrai problème, c'était pas le mot, mais tout ce qu'il essaie de cacher derrière, parce que ce que Mark Carney vient de faire, c'est pas juste répondre à une insulte. Le Premier ministre canadien vient de retirer publiquement sa confiance à l'un des alliés les plus utiles de Donald Trump sur la scène internationale, et il vient de le faire avec un calme qui, franchement, dit plus long que n'importe quel cri de colère. Pendant que Trump traite un pays allié de nasty devant une salle à moitié vide à Las Vegas, Carney, lui, démonte pièce par pièce un système entier de faveurs, de silence et d'ingérence. Et ce système, il touche le football mondial, la Cour pénale internationale et jusqu'à l'ambassade américaine à Ottawa. Ce n'est pas une histoire de politesse diplomatique, c'est une histoire de structure. Alors on va faire ça en 2 temps. D'abord ce que Carney vient de révéler sur Gianni Infantino, le président de la FIFA, et sur ce que ça dit du fonctionnement réel de l'entourage de Trump. Ensuite un dossier encore plus lourd, presque personne n'en parle assez, celui de l'ambassadeur américain au Canada, et d'un schéma qui s'est déjà produit ailleurs, avec les mêmes mensonges, dans un autre pays, il y a 8 ans. Et la récompense tout de suite, pour que vous sachiez que ça vaut le coup de rester. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi un homme qui a besoin qu'on lui décerne un prix, c'est souvent un homme qui sait qu'il ne l'a pas mérité. D'après plusieurs sources concordantes, dont Al Jazeera et ESPN, l'histoire commence avec un scandale à la FIFA que la plupart des chaînes américaines ont traité comme un simple fait divers sportif. Gianni Infantino, le président de la FIFA, portait un projet de vente d'une partie des droits commerciaux de la Coupe du Monde. Ce projet s'est effondré. Et selon des informations rapportées par Al Jazeera, Infantino aurait ensuite cherché l'appui de l'administration Trump pour sauver la mise, sans en informer ses propres collègues du comité exécutif de la FIFA. La FIFA a démenti, parlant de pure fiction. Sauf qu'il y a un détail que ce démenti ne couvre pas. Regardez bien ça. Ce même Infantino a déjà documenté et confirmé cette fois par ESPN, PBS et le Washington Post, suspendu la sanction du joueur américain Folarin Balogun pendant la Coupe du Monde, après un appel téléphonique de Donald Trump en personne. Trump lui-même a reconnu avoir appelé Infantino pour contester la décision de l'arbitre. Selon ces mêmes sources, une plainte formelle a depuis été déposée auprès du Comité international olympique par l'ONG Fair Square pour violation des règles de neutralité politique, plainte que l'IOC a finalement refusé d'instruire. Un dirigeant sportif mondial qui décroche son téléphone pour un chef d'État étranger et qui change une décision sportive en conséquence. Et c'est exactement ce qu'écoute Mark Carney quand on lui demande son avis sur Infantino. Sa réponse, elle mérite d'être entendue en entier parce qu'elle ne ressemble à aucune sortie de Trump. Carney dit ceci, mot pour mot, que la gouvernance normale, c'est de ne rien cacher à ses plus proches conseillers, à son directeur des opérations, à ses collègues du conseil, sur quelque chose d'important qu'on est même en train d'envisager. Et que ne pas le faire, ça devrait être fatal à la confiance qu'on vous accorde. C'est là qu'il lâche la phrase « Je n'ai pas confiance en monsieur Infantino après ce qui s'est passé ». Un Premier ministre du XEPT qui retire publiquement sa confiance au président de la FIFA, ce n'est pas un détail people, c'est un chef de gouvernement qui pointe, sans jamais prononcer le mot corruption, un système où la loyauté personnelle envers Trump remplace la gouvernance normale. Faut savoir que ce genre de déclaration venant d'un ancien gouverneur de banque centrale habitué à peser chaque mot en public, ce n'est jamais un accident de communication. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est réglé, que c'est juste une histoire de foot, une brouille entre 2 hommes du sport et de la politique, et que ça s'arrête là, sauf que non. Parce qu'au moment même où Carney tenait cette conférence de presse, Donald Trump était sur une autre scène à Las Vegas, au Red Rock Casino, devant une foule clairsemée, et c'est là qu'il a lâché son fameux nasty. Canada, ils sont nasty. J'aime les gens, mais ils sont nasty. Une direction nasty. Ce qui est fou, c'est que ces mots arrivent en pleine crise du tourisme. Le boycott canadien des produits, des services et de l'hôtellerie américaine, en réaction directe aux attaques répétées de Trump, a un effet dévastateur documenté sur Las Vegas, une ville qui dépend énormément des touristes canadiens. Alors reprenons, l'homme qui insulte le pays qui remplissait ses casinos, le fait devant une salle à moitié vide dans la même ville que ce boycott puni.
Il poursuit sa stratégie de confrontation et il espère visiblement que personne ne va faire le lien. Le même jour, Carney tient un autre engagement, celui-là beaucoup moins commenté, le soutien du Canada à la Cour pénale internationale. Et là encore, le contraste est brutal. Carney dit que le Canada soutient la CPI avec du financement, avec du personnel, avec ses valeurs et avec ses actions, et qu'il va continuer dans un monde plus dangereux et plus divisé. Pendant que l'administration Trump multiplie les sanctions et les pressions contre les responsables de la CPI, le Canada, lui, nomme un juge canadien à la Cour et revendique un soutien sans équivoque. Vous voyez le problème ? D'un côté, un pays du XZ qui protège une institution de droit international. De l'autre, une administration qui attaque cette même institution tout en cultivant des liens personnels avec le dirigeant d'une autre institution mondiale, la FIFA, jusqu'à influencer une décision d'arbitrage par un simple coup de fil. Ce n'est pas de la maladresse diplomatique, c'est une méthode. L'argument le plus solide de l'autre côté, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence, c'est que tout chef d'État a le droit de défendre les intérêts commerciaux de son pays et qu'Infantino a le droit de collaborer avec l'administration en place pour organiser un événement mondial qui se joue en partie sur le sol américain. Ce n'est pas un argument absurde. La Coupe du Monde 2026 se déroule notamment aux États-Unis et un minimum de coordination avec la Maison-Blanche est même nécessaire, ne serait-ce que pour la sécurité et les visas des supporters. Mais voilà où cet argument s'effondre. Coordonner un événement, c'est pas décrocher son téléphone pour faire annuler une sanction sportive en pleine compétition. La différence entre coopération institutionnelle et faveur personnelle, elle est documentée noir sur blanc dans le cas Balogun, reconnu par Trump lui-même. Et une plainte devant le CIO pour violation de neutralité politique, ça ne se dépose pas pour une simple coordination logistique. L'argument de la coopération légitime ne résiste pas au moment où on regarde ce qui a réellement changé de main, une décision d'arbitre contre un appel téléphonique présidentiel. Le vrai problème commence ici. Parce que ce système de faveur personnelle, une fois qu'on l'a identifié à la FIFA, on commence à le reconnaître ailleurs. Et c'est là que la question change de nature. Est-ce qu'Infantino est un cas isolé ou est-ce que c'est comme ça que fonctionne structurellement l'entourage de Trump avec les institutions internationales? Un homme qui a besoin qu'on lui décerne un prix de la paix, c'est un homme qui sait, quelque part, qu'il ne l'a pas gagné sur le terrain. Et ce premier film n'est encore rien comparé à ce qui suit, parce que pendant que Carney affrontait Infantino sur une scène internationale, un autre combat, presque invisible pour le public américain, se joue à l'intérieur même du territoire canadien. Et celui-là touche directement à la souveraineté d'un pays allié. Il s'agit de Pete Hoekstra, l'ambassadeur américain actuel au Canada. Et pour comprendre pourquoi son cas est si grave, il faut remonter 8 ans en arrière, en 2018, quand Hoekstra occupait le même poste, mais aux Pays-Bas. D'après le Washington Post et le média néerlandais NL Times, dès sa première semaine en poste, Hoekstra a été confronté par des journalistes néerlandais à propos de déclarations qu'il avait faites en 2015, affirmant que des zones de non-droit existaient aux Pays-Bas à cause de l'immigration musulmane, avec des politiciens brûlés vifs dans les rues. Une fable complète, jamais documentée. Quand un journaliste de l'émission Newswear lui a mis sous le nez l'enregistrement de ses propres mots, Hoekstra a d'abord nié en direct en disant « je n'ai pas dit ça, c'est une fausse information ». Le journaliste lui a alors repassé l'extrait vidéo avec sa propre voix dedans. Il a fini par présenter des excuses publiques en disant littéralement « j'ai eu tort ». Ça, c'est ce qu'on appelle se faire prendre la main dans le sac en télévision nationale dans un pays étranger. Retenez ce nom parce qu'on va y revenir. Ce même homme est aujourd'hui ambassadeur des États-Unis au Canada. Et selon Charlie Angus, qui dirige le mouvement Midas Canada et qui a porté ce dossier devant la Chambre des communes, le Canada a fait exactement l'erreur inverse de celle des Pays-Bas. Au lieu de le confronter dès le premier jour, on l'a traité poliment comme un ambassadeur ordinaire. Et cette politesse, selon Angus, a un coût. Une pétition parlementaire ouverte jusqu'au 18 novembre et dont le préambule a dû être validé par les juristes législatifs de la Chambre des communes avant d'être approuvé, ce qui en soi montre que le Parlement prend la menace au sérieux, détaille plusieurs éléments accablants.
Hoekstra a qualifié l'élection fédérale canadienne de 2025 d'anti-américaine. Il a normalisé les menaces d'annexion du Canada comme 51e État en les qualifiant de termes d'affection. Et il a été lié à une application d'identification d'électeurs basée dans le Michigan, utilisée par un projet séparatiste albertain, tout en affirmant n'avoir aucune connaissance de son usage. Accrochez-vous, parce que ça va plus loin que ça n'en a l'air. Toujours selon cette pétition, l'Alberta Prosperity Project, un groupe qui milite pour la séparation de l'Alberta, a rencontré des responsables du département d'État américain à 3 reprises entre avril 2025 et janvier 2026. Hoekstra affirme n'avoir eu connaissance d'aucune de ces rencontres. Un ambassadeur qui ne sait rien de ce qui se passe entre son propre gouvernement et un mouvement séparatiste dans le pays où il est en poste, ça pose une vraie question de compétence ou une vraie question de sincérité. Et aucune des deux réponses n'est rassurante. C'est là que le tableau change complètement. Parce que c'est plus une question de commentaires maladroits. La pétition demande formellement 3 choses. Déclarer Hoekstra persona non grata, soulever auprès des États-Unis un dossier de comportement incompatible avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et charger un comité parlementaire d'examiner l'ingérence diplomatique américaine dans les affaires intérieures canadiennes. Ce n'est pas une pétition symbolique. C'est un dossier juridique construit brique par brique, validé par les services législatifs du Parlement canadien. Et il y a un détail que Charlie Angus met en avant, qui résume à lui seul tout le problème. Pour la fête du 4 juillet, à sa résidence officielle, Hoekstra a invité Tamara Lich. D'après CBC et juristes, Tamara Lich a été reconnue coupable en avril 2025 pour son rôle de dirigeante dans l'occupation d'Ottawa de 2022. Un mouvement qui réclamait le renversement du gouvernement canadien démocratiquement élu. Et elle a été condamnée en octobre 2025 à une peine de 10 à 8 mois avec sursis, incluant 12 mois d'assignation en résidence. Elle avait besoin de l'autorisation de son agent de libération conditionnelle pour assister à la fête d'un ambassadeur étranger. C'est pas anodin ce qui se passe là. Un représentant officiel des États-Unis, en poste sur le sol canadien, choisit d'honorer pour la fête nationale de son propre pays une femme condamnée pour avoir tenté de faire tomber le gouvernement légitime de son pays d'accueil. Ce n'est pas une maladresse protocolaire. C'est un message envoyé délibérément à qui sait le lire. Ce sentiment que vous aviez en entendant Trump menacer d'annexer le Canada comme 51e État et en pensant que c'était juste une blague de meeting électoral, ce sentiment avait de bonnes raisons d'exister. Parce que ce que documente cette pétition, c'est qu'un représentant officiel du gouvernement américain a normalisé cette rhétorique d'annexion sur le terrain, dans les médias canadiens, pas dans une salle de rassemblement à Las Vegas. Un ambassadeur qui invite une condamnée pour insurrection à sa propre fête nationale, ce n'est pas une gaffe, c'est une déclaration d'intention. Revenons à la question du départ. Vous êtes venu pour un simple mot, nasty, lancé par Trump contre le Canada. Vous repartez avec la preuve que ce mot n'était que la partie visible d'un système bien plus large. Un président de la FIFA qui change une décision d'arbitre sur un coup de fil et un ambassadeur qui invite à sa table une femme condamnée pour avoir voulu renverser le gouvernement du pays où il est en poste. Le fil du sport et le fil diplomatique se rejoignent au même endroit. La loyauté personnelle envers Trump prime sur les règles institutionnelles, que ce soit à la FIFA ou à l'ambassade américaine d'Ottawa. C'est pas exactement une surprise que les grandes chaînes conservatrices américaines n'aient presque pas couvert le dossier Hoekstra. Pendant ce temps-là, sur Fox News, chaîne proche de Trump, J.D. Vance donnait une interview à Laura Ingraham où il se moquait ouvertement des performances économiques du Canada, au moment même où Mark Carney rendait hommage aux bénévoles et aux premiers intervenants de la Coupe du Monde à Toronto. Quel contraste! D'un côté, un Premier ministre qui remercie des pompiers et des bénévoles. De l'autre, un vice-président qui, depuis un plateau télé, ricane sur un pays qui vient d'accueillir avec succès le plus grand événement sportif de la planète. Les tarifs de 50% sur les biens canadiens, annoncés en juillet dernier, est censé entrer en vigueur sous 30 jours, inclut du vin, des bâtons de hockey, du ciment. Et selon plusieurs rapports, dont NBC News, Trump a aussi menacé d'imposer de nouveaux tarifs à cause de la fumée des feux de forêt canadiens traversant la frontière, alors même qu'un responsable a confirmé que cette menace n'avait en réalité rien à voir avec les incendies. Une menace tarifaire présentée comme une réponse à un désastre naturel, alors qu'elle n'en est pas une arme de négociation déguisée en réaction émotionnelle. Et quand on lui demande
à 2 semaines de l'échéance. Comment il compte répondre? Carney ne hausse pas le ton. Il dit simplement que le Canada n'a pas peur, qu'il négocie de bonne foi, mais que si aucun bon accord n'est trouvé, le Canada n'entrera pas dans un mauvais accord. Les élytres relevés, comme on dit là-bas, pas de cris, pas d'insultes. Juste un chef de gouvernement qui refuse de plier sous la pression pendant qu'à l'intérieur du pays, un politicien fédéral et d'anciens premiers ministres provinciaux, comme Jean Charest, appelle la population à acheter canadien produit par produit, au marché, à l'épicerie, partout. C'est presque un remake du cheval de Troie, sauf que le cheval, c'est un poste d'ambassadeur offert en toute légitimité diplomatique et rempli par un homme dont le passé néerlandais aurait dû alerter n'importe quel service de sécurité avant sa nomination. Ce qui m'inquiète, franchement, ce n'est pas seulement le sort d'un ambassadeur ou d'un dirigeant sportif. C'est le schéma qui les relie tous les deux. Des institutions censées être neutres, transformées en outils de loyauté personnelle envers un seul homme. Et cette histoire de pétition parlementaire, aussi bien construite soit-elle, ressemble un peu à l'effet Streisand. Plus l'ambassade américaine espère que ça passe inaperçu, plus Charlie Angus et les Canadiens qui signent cette pétition rendent l'affaire visible jusqu'à la Chambre des communes elle-même. Et rien ne dit que ça s'arrête là, parce que la pétition n'est encore qu'une pétition. Elle peut recueillir 100 000 signatures et rester en bout de course une recommandation que le gouvernement peut choisir d'ignorer. Le vrai test, ce sera de voir si Ottawa a le courage politique de déclarer officiellement Hoekstra persona non grata, ou si, comme aux Pays-Bas en 2018, il faudra encore des années et d'autres preuves accumulées avant qu'un geste concret soit posé. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les commerçants de Las Vegas, les producteurs canadiens qui perdent leurs débouchés américains et les citoyens qui signent cette pétition sans savoir si elle aboutira, qui absorbent le coût réel de cette confrontation pendant que les porte-paroles de l'administration Trump continuent, eux, de répéter que tout ça, c'est de la négociation normale entre pays amis. Alors la vraie question, à la fin de tout ça, elle n'est plus de savoir si Trump aime ou non le Canada. La vraie question, c'est de savoir combien d'institutions sportives, judiciaires, diplomatiques vont encore accepter de plier devant un seul homme avant qu'un contre-pouvoir, quelque part, décide que la politesse a assez duré. Je vous promets une chose, dès que cette pétition atteint la Chambre des communes pour un vote, ou que Hoekstra répond enfin publiquement aux accusations de Charlie Angus, vous le saurez ici en premier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite.